beaucoup donc de nouveau et c'est pour moi vraiment, je me sens privilégiée de pouvoir présenter notre invité d'honneur, Guillaume Leblanc, qui est donc philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Paris-Cité et membre de l'Institut universitaire de France, dit IUF, pour nous dans notre petit jargon. Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, a publié une vingtaine de livres traduits en plusieurs langues, dont Vie ordinaire, vie précaire, au Seuil en 2007, L'invisibilité sociale, PUF 2009, Dedans, dehors, la condition d'étranger, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Que faire de notre vulnérabilité, en 2011, chez Bayard, La philosophie comme contre-culture, donc en 2014, et dernièrement, La solidarité des éprouvés pour une histoire politique de la pauvreté. Et là, c'est vraiment très important, le mot politique. Il a consacré plusieurs ouvrages à Georges Canguilhem, à Michel Foucault, a coordonné le dossier de la revue Esprit sur Michel de Certeau. Ce dossier s'intitule L'amour des marges autour de Michel de Certeau. Et il travaille sur les questions de la norme, de l'exclusion et des formes de résistance des plus précaires. Il a par ailleurs publié plusieurs études sur la littérature américaine contemporaine, Cormac, McCarthy, Richard Ford, Russell Bunn, etc., dans la revue Esprit. Et il vient récemment de publier, de faire paraître Oser pleurer chez Albin Michel. Et donc rien que les titres de tous ces ouvrages correspondent bien à notre programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment Grassa pour cette belle présentation et surtout pour le plaisir que vous me faites d'être présent aujourd'hui en me donnant l'occasion d'évoquer des travaux que je mène depuis un certain temps sur les questions de pauvreté, aussi en compagnonnage avec notamment le ATD Carmonde, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant pour tenter de faire de la philosophie sociale partagée. Donc je vais essayer d'introduire un propos relativement général qui n'est pas spécifiquement lié à la question de l'art ou des représentations, mais j'imagine que nous pourrons revenir à ces éléments dans les questions. Il me tenait à cœur de proposer une réflexion sur les conditions de visibilité et d'audibilité de celles et de ceux qu'on appelle les pauvres. Peut-être que nous reviendrons sur cette désignation, et aussi de m'interroger sur les mécanismes politiques de relégation, d'exclusion, de précarisation, de certaines formes de citoyenneté attachées aux vies pauvres. Le sens de mon intervention est donc dicté par la nécessité d'ajuster au mieux une compréhension des mécanismes d'inaudibilité et d'invisibilité à une critique des modèles de citoyenneté abstraits qui en découlent. Je voudrais m'interroger plus particulièrement sur les mécanismes d'invisibilisation, de silenciation des pauvres, en montrant en quoi une telle exclusion perceptive de la vie pauvre fonctionne toujours à la fois comme une exclusion anthropologique et comme une exclusion politique. Je mesurerai la première exclusion anthropologique à l'absence d'archives des vies pauvres. Au fond, aux grands hommes, les archives reconnaissantes, pour parodier la formule du Panthéon, et aux vies minuscules, l'absence de traces. Et j'évaluerai ensuite la seconde modalité de l'exclusion politique, aux épreuves de rupture dans la citoyenneté qui en résultent. Je souhaite me questionner en contrepoint sur les ressources critiques, sur les représentations, sur les pratiques artistiques, sur les contre-archives par lesquelles de telles ruptures anthropologiques, au fond, appellent une nouvelle élaboration de la citoyenneté depuis l'épreuve de la pauvreté, depuis l'épreuve de l'exclusion ou de la précarité.
plutôt que d'exposer de façon linéaire ces différents points, mes réflexions les mêleront de manière à former un ensemble de propositions susceptibles de plusieurs lectures, de plusieurs allers-retours. Je voudrais démarrer tout d'abord par ce que j'appelle l'existence, l'instauration, la construction d'une frontière narrative entre les existences. Et de ce point de vue, évidemment, s'il existe bien des façons d'appréhender les frontières entre la richesse et la pauvreté, entre les différentes formes des vécus existentiels, je souhaite me rendre ici attentif dans un premier temps de mon intervention à la frontière narrative qui surgit, ou bien quand certaines vies sont considérées comme dignes d'être narrées, alors que les autres ne le sont pas, ou bien au contraire quand la narration des uns imprègne à ce point la narration des autres qu'elle la recouvre et finit par la faire disparaître complètement. C'est ce dernier registre que je mets en avant à propos des vies dites pauvres, parce que, effectivement, s'il y a bien des existences qui, en règle générale, ne parlent pas, ou plutôt ne sont pas entendues, et je prendrai cet écart évidemment comme centre de ma réflexion, et finissent de ce fait par être recouvertes par les mots des autres, ce sont elles. Et il suffit presque d'ouvrir par hasard nos bibliothèques en allant à droite à gauche pour se rendre compte combien justement les vies pauvres sont littéralement racontées par les mots des autres, ne s'appartiennent pas, sont dépossédées. J'ouvre presque au hasard la recherche du temps perdu de Proust, par exemple, et je remarque d'ailleurs un passage qui a été réécrit presque à l'identique à deux moments du texte de Proust, notamment dans L'ombre des jeunes filles en fleurs. Je remarque ce texte que le narrateur indique presque en passant à propos de son séjour dans un hôtel au bord de la mer, tandis qu'il est en vacances. Voilà ce qu'il écrit, voilà ce que Proust écrit. Et le soir, donc il parle du narrateur et de ses amis, il ne dînait pas à l'hôtel, où les sources électriques, faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Entre parenthèses, et la parenthèse est très importante dans le texte de Proust, une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans les aquariums et les manger. Fin de la parenthèse. Dans ce passage assez extraordinaire, on remarquera combien la frontière sociale invisible est présentée par métonymie grâce à la transparence des vitres qui séparent les riches des plus pauvres. Ils ne sont littéralement pas du même espace, alors que rien à l'œil nu ne semble les séparer, si ce n'est justement une paroi translucide qui laisse deviner aux pauvres ou à ceux qui sont dans une forme de classe ouvrière, et on verra sur l'indétermination de ce terme, le spectacle de la richesse sans leur permettre justement d'en être. La parenthèse dans le texte de Proust redouble dans la phrase cet étrange effet de protection invisible et en même temps sa fragilité, puisque en elle loge l'inquiétude de la dévoration des riches par les pauvres. Que se passerait-il si l'on abolissait les frontières, les parois? Les pauvres mangeraient les riches. Cette hantise de la dévoration des riches par les pauvres, qui a toute une longue histoire de l'anthropophagie dans la question sociale. Il suffit de revenir au cours de Michel Foucault au Collège de France, il faut défendre la société de 1976. Cette hantise de la dévoration des riches par les pauvres
répond effectivement à une longue histoire de la représentation des classes sociales, dans laquelle les classes inférieures, ou pire, les sans classes, que sont les plus démunis, les exclus, se trouvent non seulement exclus des classes et des classements sociaux, mais aussi des représentations sociales hégémoniques qui sont fabriquées dans leur dos, à leur insu, à tel point, au fond, que leur être social, surnuméraire, est redouté comme ne pouvant être contenu, faisant irruption jusque dans l'aquarium pour venir se repaître et mettre fin à la faim qui les tenaille et les définit. De telles représentations, dont j'ai juste, presque par hasard, de ma bibliothèque ouvert un fragment, de telles représentations à la fois anthropologiques, littéraires, artistiques, mais aussi épistémologiques, dont la variation proustienne est un cas d'école, ne cessent à leur tour de faire frontière, de construire cette paroi translucide dont le narrateur parle. Et il faut bien ici les interroger, ces parois que nous construisons dans nos représentations, dans nos récits, pour comprendre combien la vie pauvre, en devenant une pauvre vie précisément par ce genre de narration, a été rendue invisible, et comment par suite cette invisibilité a été justement engendrée, soit sur les bases d'un défaut de perception, soit en raison même des constructions biaisées qui les ont soustraits à toute cohérence, à toute intelligibilité interne. Il y a là, à mes yeux, aucune disjonction entre ces deux éléments, la perception biaisée et la construction de représentation, mais plutôt une conjonction de facteurs, un fatras, au fond, qui s'organise dans nos jugements, dont on peut dire que l'invisibilisation, à la fois l'invisibilisation perceptive, mais aussi l'inaudibilité auditive, sont précisément rendues possibles, au fond, par les représentations sociales dominantes, hégémoniques, qui sont incorporées sans cesse à nos jugements, aux jugements de valeur que nous réitérons de façon consciente ou inconsciente sur ce qui est censé être une vie, une existence. Ce que je soutiens ici comme hypothèse, c'est au fond que le défaut de perception actif est rendu possible lui-même, le fait de ne pas voir, de ne pas te voir, de ne pas t'entendre, est rendu possible par l'incorporation de jugements sur la grandeur des vies qui eux-mêmes sont constitués à partir de tout un ensemble de représentations sociales inconscientes qui nous constituent comme sujets sociaux. J'en donne juste quelques exemples parmi les plus criants et empruntés volontairement à des champs très variés et parcourant là aussi de manière buissonnière l'histoire de la littérature, de la philosophie et finissant par former une sorte de doxa inconsciente, comme toute doxa, incorporée à nos représentations. Et je remarque que ces exemples, dont je vais en prélever deux, ne sont jamais autant criants, autant finalement visibles, audibles, que lorsque précisément on s'imagine dans un certain nombre de représentations qui finissent par former notre culture. Ce n'est pas rien. Lorsqu'on s'imagine que les pauvres, terme que je mettrai toujours entre guillemets, que les pauvres, au fond, non seulement ne restent pas à la place qu'une société leur assigne, mais contestent cette place. Ainsi, par exemple, dans la méditation philosophique au XVIIe siècle, texte que nous connaissons presque nationalement, en tout cas en France, par cœur, dans les méditations métaphysiques, Descartes, à un certain moment, dans le développement de son doute, rencontre, on le sait, l'argument du rêve et de la folie, et il en vient à déprécier, à, au fond, exclure, cela a été abondamment commenté par Foucault dans l'histoire de la folie, repris après par Derrida qui a contesté l'interprétation de Foucault, il en vient à exclure le fou de la capacité même de cogiter. Ceux, nous dit-il, qui assurent constamment, en parlant des fous, qu'ils sont des rois,
lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus. Descartes nous dit, sont des fous ou des extravagants qui ont perdu le bon sens et il serait erroné si l'on pense de se comparer à eux, sauf si on se croit soi-même fou. Dans cet argumentaire très connu sur la folie, on remarquera que le cœur de l'argument vise en réalité un ensemble de personnes qui contestent leur pauvreté. Je reprends l'argument. Ceux qui assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres. Est-ce que ça signifie qu'il y a folie à vouloir se dire roi quand on est pauvre? Qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus. Descartes les exclut. Il exclut les pauvres en excluant les fous. Et cette fracture narrative ne va cesser, au fond, d'être réitérée dans différentes formes d'écriture des textes de notre modernité, et encore très récemment, et encore au XIXe siècle, à un moment où on découvre dans la littérature le pauvre, la figure du pauvre, dans un ensemble de représentations très ambivalentes, en particulier si l'on réfléchit à la littérature de Dickens, notamment à son roman Hard Times, les temps difficiles, dans lequel Dickens fait se rencontrer un riche philanthrope et un pauvre qui est de bonne volonté, c'est-à-dire qu'il accepte, consent, est désireux de travailler pour le riche philanthrope. Et Dickens, évidemment, dans la narration, laisse émerger cet aveu de l'homme riche, prononcé à celui qu'il perçoit comme le bon pauvre. Voyez-vous, dit Mr. Bondaby, en prenant un peu de sherry, nous n'avons jamais eu d'ennui avec vous. Et vous n'avez jamais été du nombre des ouvriers déraisonnables. Vous ne vous attendez pas, comme beaucoup d'entre eux, à ce que l'on vous donne un carrosse à 6 chevaux et à ce qu'on vous nourrisse de potage à la tortue et de venaison avec une cuillère en or. Les éléments d'identification de la richesse sont presque transférés depuis le texte de Descartes de manière subliminale. Autant dire que le pauvre, dans l'histoire de nos représentations précisément, n'existe que s'il reste à sa place, que s'il sait qu'il n'est pas un roi et qu'il ne saurait être vêtu d'or, que s'il accepte de ne pas posséder un carrosse à 6 chevaux. La vie, au fond, déclarée infâme, c'est la vie pauvre, précisément, qui ne se résout pas à le rester. Celle-ci est vouée au scandale de la contestation des frontières, à la remise en cause de la paroi translucide qui protège l'aquarium proustien. La vie déclarée infâme, c'est au fond la vie pauvre qui s'égare dans la folie de la critique des grands. C'est celle qui outrepasse ce partage premier, qui met en cause les limites sociales par lesquelles le monde est ce qu'il est. Foucault, puisque j'y ai fait référence ici, et je fais référence à ce texte magnifique, La vie des hommes infâmes, à propos des lettres d'enfermement à la Bastille à la fin du XVIIIe siècle, Foucault parle, à propos de ces vies infâmes, justement, d'enragés ou encore d'obscurs, qui sont traqués par le pouvoir, qui, nous dit-il, a guetté ces vies, qui les a poursuivies, qui a porté ne serait-ce qu'un instant attention à leurs plaintes et à leurs petits vacarmes, les a marqués d'un coup de griffe. On reconnaîtra là, évidemment, le contrôle des vies, justement, potentiellement infâmes, par toute une écriture du voisinage dont le pouvoir s'empare pour contrôler et introduire des dispositifs d'enfermement. Mais je remarque que, au fond, en prenant un peu de champ, que la disproportion est à son comble,
quand précisément le grand pouvoir, entre guillemets, remet dans l'orbite des discours sociaux, des divisions sociales des discours sociaux, pardon, des divisions sociales établies, les petits qui osent les contester. La proximité de la folie et de la pauvreté dans le texte de Descartes, l'allusion à la déraison des ouvriers dans le témoignage critique de Dickens, souligne aisément qu'il y a folie à vouloir troubler l'ordre social. Il y a là justement de quoi s'étonner. L'expérience sociale est-elle à ce point l'expérience d'un partage originaire entre les riches et les pauvres, que toute tentative d'en contester le bien fondé soit perçue comme folie? Aussi loin que l'on régresse dans l'analyse des discours qui ont fabriqué notre Europe, notre Occident, aussi loin semble perdurer ce partage, de telle sorte que toute volonté de le défaire ne peut que buter sur les limites de nos sociétés, limites par lesquelles, précisément, pour reprendre là encore une expression de Foucault, dans la première préface de Folie et des raisons de 61, une culture rejette quelque chose qui sera pour elle l'extérieur. La question que j'aimerais poser en ouverture de ce colloque, c'est au fond pourquoi, dans l'histoire de nos représentations, pourquoi la pauvreté est-elle devenue notre extérieur? Que s'est-il passé dans l'histoire de nos sociétés pour que nous édifions une limite au-delà de laquelle la pauvreté est rejetée? Pour comprendre et donner sens à cette question, il faut bien, je crois, percevoir le fait que celles et ceux qu'on appelle les pauvres sont d'abord des êtres dépossédés évidemment des richesses économiques, mais dépossédés aussi des mots et des savoirs qu'ils ont pourtant en leur propre expérience et analyse. Les mots des pauvres sont en effet toujours dits par les autres. Et nous-mêmes, d'ailleurs, dans un colloque, ici, réitérons dramatiquement ce geste de partage qui fait que nous parlons à la place d'eux, ou, je l'espère, au nom d'eux. Et ici, il faudrait distinguer, ce que j'avais essayé de faire dans un texte sur la vulnérabilité, précisément, à la place d'eux et au nom d'eux. Qu'est-ce que c'est que l'impératif au nom d'eux, qui ne soit pas justement lissé par cette espèce de pulsion et de domination qui est de parler à la place d'eux. Est-ce qu'on peut maintenir cet écart? C'est une question très importante pour moi que de pouvoir l'imaginer. Ce qui est certain, c'est qu'une littérature énorme recouvre le pauvre, dont il n'est pas l'auteur, dont il n'aura jamais été, violence du futur antérieur, l'auteur. Une imagination du dessus l'atteint par ricochet, le fait entrer dans des fictions des autres, on l'a vu avec Dickens. Le pauvre est donc d'abord celui qui est dépossédé de tous les savoirs, de tous les récits, de toutes les images, de telle sorte qu'évidemment, en contrepoint, faire revenir les récits des pauvres, les images, les arts, les pratiques, non pas une pratique d'art exogène, mais une pratique d'art interne, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Le pauvre est pauvre en ce sens qu'il est alors désigné pauvre par les autres. Et cette désignation vaut comme une altération qui finit par valoir comme une altérisation qui construit une altérité. L'altérité, c'est l'autre désigné tel par celui qui est en position de se comprendre au centre d'une société. Je fais référence ici au texte si important de Christine Delphi, les uns derrière les autres, quand elle montre comment les autres sont toujours débarqués au sens de sortie du navire par les uns, ceux qui sont en position d'être en position de pouvoir, les hommes qui débarquent les femmes, les blancs qui débarquent les noirs, les autochtones qui débarquent les allochtones, les riches qui débarquent les pauvres. Cette opération d'altérisation produit une altérité dont il faut, je pense, critiquer l'exotisme apparent pour vraiment repenser un commun des existences par-delà ces constructions
qui renvoient d'abord à des désignations, et des désignations qui sont fabriquées dans le dos des personnes et qui finissent par constituer justement une identité dont l'issue est soit de l'incorporer à ses dépens, soit de la rejeter. Et on peut dire en ce sens que même quand c'est lui, entre guillemets, le pauvre qui parvient à parler, il n'est entendu, il ne devient pleinement audible qu'à la condition de toujours confirmer les récits des autres, sous une sorte d'assignation qui pour moi est absolument une horreur, à un vécu de témoignage. Ce terme de témoignage mériterait une critique épistémologique absolument féroce, parce que la hiérarchie des grandeurs sociales fait que, en règle générale, on demande aux personnes dominées, exclues, de témoigner, alors qu'on demande aux autres d'analyser. Comme s'il ne peut pas y avoir une analyse de la pauvreté et qu'elle passerait toujours par un témoignage. Un exemple paradigmatique de cette manière de se représenter inconsciemment le vécu pauvre et de construire un discours sur le pauvre me semble fourni par beaucoup de descriptions savantes, y compris de très grands sociologues, y compris de quelqu'un comme Pierre Bourdieu, par exemple, qui n'hésite pas, dans ses méditations pascaliennes, qui est par ailleurs un texte extraordinaire sur le sens social de l'existence, à définir les pauvres de la façon suivante, en les référant à ce qu'il appelle le jeu social. Voilà ce qu'écrit Bourdieu. Exclus du jeu social, ces hommes dépossédés de l'illusion vitale d'avoir une fonction ou une mission peuvent, pour échapper au non-temps d'une vie où il ne se passe rien et où il n'y a rien à attendre, et pour se sentir exister, avoir recours à des activités qui, comme le tiercé, le totocalcio et tous les jeux de hasard de tous les bidonvilles et de toutes les favelas du monde, permettent de s'arracher au temps annulé d'une vie sans justification et surtout sans investissement possible. Bon, c'est une phrase extrêmement terrible parce que, d'abord, son statut de phrase savante l'a fait se présenter comme un jugement de science porté sur des existences. On pourrait dire que c'est une phrase terriblement haute pour des vies terriblement basses. Que nous dit le sociologue, sinon que les jeux sont faits et qu'étant faits par les autres, celles et ceux qui ont été exclus du jeu se trouvent astreints au seul jeu de chance. Le joueur social, lui, préserve son avenir, il investit, il calcule, il se rapporte à ses chances sociales pour élire la probabilité de gain futur. L'extrême pauvre, lui, qui a été débarqué du jeu social, ne peut poser son pion sur aucun plateau. Il gît dans les interstices de tous les mondes sociaux et n'est donc presque plus rien. Bourdieu multiplie les épithètes pour les caractériser: impuissant, illusionné, exclu, dépossédé, annulé, injustifié. Ce sont des femmes et des hommes sans qualité que la société a littéralement désinvestis et qui, dès lors, s'inventent un monde parallèle où tout devient possible, même l'inconcevable, à savoir annuler la logique sociale qui les a exclus du jeu le temps d'un jeu de chance. Ce sont là, il faut bien l'avouer, d'étranges qualificatifs pour nous dire que la vie des pauvres est au fond une pauvre vie, qu'elle est perdue avant même d'être jouée, et pire encore que jouer pour ces vies-là n'a littéralement aucun sens. Le paradoxe, même quand les existences n'ont pas de place, on les assigne encore à une place où elles ne peuvent plus sortir. Même la marge, en quelque sorte, a une sorte de plomb qui la leste de façon définitive. Pourtant, les archives des vies pauvres, et ce sont elles notamment que j'ai consultées dans le livre La solidarité des éprouvés, les archives d'ATD Carmonde, qui sont assez exceptionnelles, qui sont des kilomètres de rayonnage, d'existence, qui justement ne sont pas des témoignages, mais des analyses des conditions de leur pauvreté,
des analyses critiques, les archives des vies pauvres démontrent, s'il en était besoin, qu'elles ne sont de pauvres vies que parce qu'elles ont été infériorisées, déconsidérées, interprétées justement d'intensité moindre. La grande fracture sociale et économique entre les riches et les pauvres est toujours en même temps une fracture narrative. La bataille des récits est ici sans appel parce que, comme le rappelle Bruno Tardieu, l'une des personnes, le responsable des archives Brzezinski à TD Quart Monde, les gens qui vivent la misère, dit-il, se voient parler, penser par autrui. Ce sont donc des dépossédés intégraux dont les récits ne font pas mémoire, dont les mémoires ne font pas histoire, dont les histoires ne font pas événements, et dont les événements ne se retrouvent dans aucun livre. Encore, la dépossession s'impose-t-elle toujours comme une étape ultime par laquelle une vie, au fond, n'est plus appréhendée en n'étant plus écoutée, en devenant littéralement inaudible. Et puisque nous sommes ici aussi avec nos hôtes brésiliens, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé au moment des Jeux Olympiques de Rio, où on trouvait dans la ville brésilienne des compétiteurs, toutes les personnes des différentes délégations, les habitants aussi des beaux quartiers, les touristes. Et puis, à côté de tout ce monde, il y avait les autres, et les autres, au fond, c'était les sans-abri, les habitants des favelas, les récupérateurs de déchets. Et l'un d'eux a dit ceci, qui est très intéressant, c'était relayé, peu importe, par un journal. Je n'ai pas le temps pour ça, les Jeux Olympiques. Ma vie, c'est chercher du boulot, pousser ma charrette, me reposer la nuit et recommencer le lendemain. Tandis que les touristes répétaient à l'infini les mêmes récits des exploits sportifs, de la plage, des fêtes, les contre-récits des vies minuscules étaient littéralement effacés au moment de ces Jeux Olympiques. Qui se rapporte encore au récit de plus de 600 familles de la communauté de la villa Autodromo, expulsée avant la tenue des Jeux, pour construire à la place de ce bout de terrain en bord de la lagune, pourtant acquis légalement, le parc olympique. Qui garde en mémoire les propos d'Héloïse ? À 20h, le juge a donné son autorisation. Le lendemain matin, à 7h, ma maison était par terre. En entrant, ils ont dit que tout ce qui était à l'intérieur, c'était des détritus, que tout irait à la poubelle, et c'est comme ça qu'ils nous ont traités tous. Et quand Sandra Maria de Souza, l'une des rares habitantes à avoir réussi à rester sur place, affirme « Ces jeux sont ceux de l'exclusion, ils sont réservés aux riches », qui est-ce qui l'écoute ? Il n'y a donc pas de bataille des narrations, puisque comment faire bataille quand les récits des plus démunis sont innombrables, mais qu'aucune culture ne les reçoit comme pleinement lisibles ? Comment les lire sans valider l'ordre hégémonique des discours ? Où sont les voix quand les structures auditives sont absentes ? Que sont les narrations des invisibles, des inaudibles ? Où sont les anthologies ? Vie des hommes infâmes de Foucault, c'était une anthologie. Où sont les anthologies des vies pauvres ? Ne sont-elles pas toujours, au sens de Derrida, des anthologies avec un H, comme hanté, des anthologies, c'est-à-dire une collection spectrale de récits de fantômes. Les narrations minuscules ne font en effet l'objet d'aucune écoute. Comme aucune forme de reconnaissance n'accrédite leurs récits, les plus démunis ne sont plus en capacité de savoir si d'autres voix les prennent en considération. Ce sont des voix jamais reliées par d'autres voix et qui de ce fait ne sont plus en possibilité de produire le moindre pacte autobiographique. On sait que Philippe le Jeune a montré que les auteurs d'autobiographies, pour rendre leur autobiographie crédible, ont besoin de faire savoir à leurs lecteurs qu'ils entendent se montrer, je cite, dans toute la vérité de la nature de leur récit autobiographique. Ils passent ainsi un pacte avec leurs lecteurs dans lequel ils s'engagent à dire le vrai à propos d'eux-mêmes pour qu'en retour, les lecteurs puissent croire leur narration, y adhérer. L'établissement d'un pacte est ainsi à double entrée. Il authentifie la parole de celui qui écrit ou parle, mais dans le même temps, il confère à celui qui écrit ou parle la certitude de pouvoir être lu ou entendu. Les narrations des plus pauvres ne peuvent s'autoriser d'un tel pacte autobiographique
car il leur manque toujours la consistance sociale de l'auteur pour être crus. Les pauvres ne sont pas littéralement autorisés, autorité, auteur, ne sont pas autorisés à parler ou à écrire, car il leur manque toujours l'autorité de l'auteur. Le pacte autobiographique des démunis scelle entre les plus subalternes et dans l'entre-soi de la pauvreté. Il est toujours possible, effectivement, d'enclencher un dire vrai, mais cet entre-soi n'est précisément jamais un entre-tous, car il manque les structures auditives capables, dans une société, d'accréditer les voix. Perdre la voix, c'est ainsi finir par manquer de soi à force de manquer de structure auditive. La voix réclame l'hospitalité d'un lieu de séjour pour lui conférer plus qu'un titre de séjour. Une chambre d'écho qui lui confère sa pleine crédibilité. Et on peut remarquer qu'il en va ainsi chaque fois que nous parlons. Non seulement nous nous aventurons avec les mots des autres dans notre propre langue, mais nous parlons parce que nous savons quelles sont les adresses de nos mots, que nos mots trouvent un ensemble d'adresses. Et ici, il faut se demander ce que signifie pour une vie d'être sans adresse auditive. C'est à ce stade de mon raisonnement que je voudrais, au fond, me rendre plus attentif, dans un dernier temps de mon intervention, aux modalités de précarisation politique de la citoyenneté à l'œuvre dans les processus d'inaudibilité et d'invisibilité qui affectent les plus pauvres. C'est ce que je me propose de faire apparaître en analysant les processus de rupture de la citoyenneté induits de ces fractures narratives anthropologiques qui créent ou renforcent les frontières sociales entre les vies. Je souhaite suggérer un lien très fort entre l'invisibilisation, l'inaudibilité et la création d'une citoyenneté précaire dont on doit alors se demander comment elle peut et doit se retourner contre les formats en vigueur de la citoyenneté. Toutes les personnes pauvres, en effet, ont le sentiment d'être invisibles, d'être inaudibles, de ne pas compter. Elles en viennent à s'appréhender ou bien comme des êtres en trop, des surnuméraires, ou bien comme des fantômes qui n'ont plus vraiment de corps ou de chair. Dans un texte de 2003 d'une grande importance, pour une épistémologie de l'invisibilité, publié en français dans le livre qui s'intitule « La société du mépris », le théoricien de l'école de Francfort, Axel Honneth, revient plus particulièrement sur le processus d'invisibilisation. Il interprète l'invisibilité comme le fait de regarder à travers quelqu'un, et ainsi de ne pas le voir. Honneth analyse deux cas idéotypiques de domination, celui de la domination raciale des personnes noires que les Blancs ne voient pas, dans des sociétés par exemple coloniales ou post-coloniales, et celui de la domination sociale des femmes de ménage ignorées par les maîtres et maîtresses de maison. Dans les deux cas, Honneth insiste sur le fait que se regarder à travers doit se comprendre de façon particulièrement active, comme un refus de voir, qu'il nomme forme active d'invisibilisation. Le refus de voir est précisément ce par quoi se construit un mépris de race, de classe. Nous avons, écrit-il, le pouvoir de manifester notre mépris envers des personnes présentes en nous comportant envers elles comme si elles n'étaient pas réellement là, dans le même espace. L'invisibilisation ici ne renvoie pas du tout à un défaut, à une inattention perceptive. Elle est réitérée. C'est en étant réitérée, c'est en refusant de te voir, c'est en continuant de voir à travers toi plutôt qu'en te voyant, que je t'exclus durablement de l'espace dans lequel tu figures. L'invisibilisation vaut ici comme une sorte d'interpellation paradoxale, parce que en refusant de voir quelqu'un, par le fait de voir à travers lui, ce quelqu'un est précisément interpellé comme ne devant pas être vu, comme ne devant absolument apparaître sous aucun prétexte. En étant ainsi invisibilisé, un individu est perçu au fond comme ne pouvant pas être ce sujet que je suis, social, national, racial, admissible. L'invisibilisation vaut alors comme une interpellation limite qui transforme l'individu non vu en sujet négatif, ce genre de sujet constitué sur la forme même de la négation du sujet, un sujet paradoxal donc, un sujet qui n'est jamais pleinement appréhendé comme un sujet. Et tel est le cas précisément
de celle et celui qu'on pourrait désigner comme l'extrême pauvre, en refusant de le voir, en refusant de voir la personne sans domicile qui est sur le trottoir, qui est, comme le disait la psychiatre, qu'aisément asphaltisée, recouverte par le bitume au point de ne plus être vue, en refusant de le voir, ce sujet est assigné durablement à l'invisibilité et du coup ses prérogatives de sujet disparaissent. Comment être sujet lorsqu'on n'est pas vu? Comment être encore un sujet lorsqu'on parle sans être entendu? Dans ce cas, on pourrait dire qu'être exclu justement des schémas de perception, c'est précisément ne plus être considéré et appréhendé comme un sujet. Et il faut remarquer ici, à l'instar de ce qu'analyse d'ailleurs Judith Butler dans Frames of War, dans Ce qui fait une vie, que le champ de l'humain, le champ CHAMP, est constitué, je cite, d'exclusion fondamentale, hanté par un ensemble de figures que sa définition ne prend pas en compte. Dans une telle perspective de l'invisibilité, l'inaudibilité, il faut le remarquer, est également à son comble. Comment entendre celui qu'on ne voit pas? Comment donner crédit à la vie qu'on refuse de reconnaître et même d'appréhender comme vie qui compte? La rupture de la citoyenneté est alors totale, en ce que l'on peut se demander comment il est encore possible, sur le plan politique, de lutter contre de telles violences sociales, à l'œuvre dans le défaut actif de perception des vies les plus pauvres ou des plus subalternes. Si la visibilité des uns et leur audibilité se paient au prix fort de l'invisibilité et de l'inaudibilité des autres, alors il est absolument certain que l'exercice de la citoyenneté active va impliquer au fond une confirmation sociale des sujets dont ceux qui sont assurés d'être toujours pleinement visibles et audibles, et réciproquement la précarisation des autres sujets, qui en perdant leur qualité de sujet perçu, perdent justement la possibilité d'intervenir encore dans le champ public, la possibilité de manifester leur présence au sein de la cité. Si cette analyse que je viens de proposer s'avère pertinente, la question n'est plus seulement de savoir ce que signifie lutter pour la citoyenneté, qui est un terme finalement bien abstrait. La question est plutôt de savoir comment refaire citoyenneté depuis cette épreuve de la citoyenneté précaire. Et cela me semble un point d'autant plus important que c'est à partir de cette précarité dans la citoyenneté que peuvent prendre sens et émerger des collectifs de citoyens, des alliances entre pauvres, militants, soutiens, qui interrogent précisément l'idée même de citoyenneté et produisent, revendiquent des formes d'alter-citoyenneté. Par-delà toute cette analyse, je souhaite justement conclure sur le lien à la parole qui me semble absolument fondamental pour envisager de telles alliances et construire de telles revendications collectives. Il faut ici revenir sur le sens même de la citoyenneté tel qu'il a été forgé dans l'histoire des idées et dans l'histoire politique, et sur le fait que, comme l'a souligné Étienne Balibar, il y a dans la problématique de la citoyenneté évidemment quelque chose qui varie, qui bouge, qui s'élargit, mais qui, dit-il, conserve une sorte de noyau. Et ce noyau, c'est le fait que depuis Aristote, on ait utilisé comme synonyme l'expression disposer de la parole, du droit à la parole, et de l'expression être un animal politique, c'est-à-dire être un membre de la cité. On est ici reconduit au problème fondamental de la citoyenneté précaire et des renouvellements critiques de la citoyenneté qu'elle induit. Puisque par citoyenneté précaire, il faut entendre justement une citoyenneté passée sous silence, en ce que les structures sociales dominantes
refusent activement de prêter l'oreille, voire de construire des structures auditives pour entendre ce que disent, entre guillemets, les plus précaires. Nous voilà donc reconduits en quelque sorte au circuit de l'inaudibilité vers l'invisibilité et au fait que, précisément, plus on est invisible et moins on est audible, et réciproquement, moins on est audible et plus on devient invisible. Ces différentes analyses qu'il faut, à mon avis, envisager presque d'un point de vue descriptif, comment on perd la voix en perdant le visage, comment on perd son visage en perdant sa voix, suggèrent évidemment que la critique sociale se doit d'être une critique attentive à la fabrication de structures auditives alternatives, parmi lesquelles, évidemment, il devient absolument urgent non seulement de réfléchir sur l'histoire des représentations, mais de constituer une contre-archive des représentations alternatives aux représentations hégémoniques, de constituer une contre-archive des vies pauvres qui refusent et réfutent le partage entre les vies dignes d'être narrées et les autres, mais plus encore aussi de constituer des structures alternatives, auditives, au circuit de l'accréditation néolibérale des sujets, par lesquels justement une parole critique portée par les plus pauvres pourra se faire entendre. C'est à cette tâche critique collective que nous sommes appelés, je crois, et c'est vers elle que j'interprète aussi le beau programme de votre colloque, car je pense que si nous ne voulons pas que les vies pauvres soient simplement appréhendées comme devant témoigner de ce qu'elles sont des vies inégales, si nous voulons davantage leur conférer la production d'un savoir, d'une expertise, des conditions même de la pauvreté, des raisons pour lesquelles il y a pauvreté, il nous faut justement franchir le pas et, au fond, passer d'une analyse critique des représentations des pauvres à la production alternative d'un matériau à la fois artistique, poétique, critique, porté par celles et ceux qu'on appelle pauvres et dont l'appellation suffit à se rendre compte qu'elle est un frein très puissant pour annuler cette potentialité critique de la vie dite pauvre. Je vous remercie. Merci beaucoup vraiment pour cette magnifique prise de parole qui donne à voir et entendre précisément ce qui est absolument important par les temps aussi que nous vivons politiquement au niveau national et international. Et il se trouve aussi que cette année, nous avons une coïncidence commémorative, c'est un terme un peu compliqué, mais nous avons les 50 ans de la révolution des œillets au Portugal et en même temps nous avons le début de la dictature militaire brésilienne c'est les 60 ans cette année. Et donc dans cette histoire aussi de l'aspect de la présence au nom de la démocratie qui va ensuite compliquer les choses, je me permets de faire ce lien-là parce que c'est une thématique que nous allons aussi développer sur ces questions-là tout au long de l'année ici à Nanterre. Mais peut-être, je voudrais tout de suite donner peut-être la parole à ceux qui sont là ce matin et qui peut-être ont une question à poser ou alors même faire un commentaire. Et ensuite, je ne vais pas garder la parole pour moi, je reviendrai. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était vraiment très très intéressant et puis c'est bien ce que j'attendais, rendre visible, audible la pauvreté, un grand récit. Alors, on a aujourd'hui un public quand même assez jeune parmi nous
Et moi, j'ai tendance quand même à me dire que la société est en train de changer. En tout cas, moi, je la vois changer. Je me trouve déjà très vieille par rapport à cette génération qui est là aujourd'hui sur les bancs d'université. Et vous parlez en fin de conférence de structures auditives alternatives. Et je me demande si aujourd'hui, enfin depuis un certain nombre d'années, on n'est pas dans une société justement qui rend possible ces structures auditives alternatives, qui ne sont peut-être pas celles que nous utilisons, vous et moi. Je pense là dernièrement, je sais pas, au réseau, je vois mes enfants qui utilisent TikTok, tous ces réseaux sociaux, qui constituent quand même à mon avis, aussi des contre-récits, et surtout finalement des espaces où la démocratie est possible aussi. Bon, avec tous les travers de ces réseaux, bien évidemment, mais je vais au-delà aussi des réseaux sociaux. Je pense aussi finalement à ce qu'on a eu en France il y a quelques années avec les gilets jaunes qui ont pris la rue, qui ont quand même occupé l'espace public pendant des mois, qui se sont rendus, je pense, audibles et visibles. Parfois aussi l'irruption de la violence, qui peut être aussi une arme, malheureusement, mais une arme utilisée pour rendre visibles et audibles certaines revendications sociales. Mais voilà, je voulais avoir votre avis sur ces nouvelles voies, sur ces nouvelles pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un changement de pratiques démocratiques, de pratiques citoyennes? Est-ce qu'on n'est pas encore, nous, en train d'analyser la société avec nos schémas traditionnels, avec évidemment qu'il y a toujours ces structures dominantes, mais est-ce que peu à peu la démocratie ne se fait pas entendre dans d'autres espaces, voilà, qui ne sont pas institutionnels au sens traditionnel du terme? Oui, merci beaucoup pour la question. Elle est importante. Moi, je vais répondre de deux façons. D'abord, je suis partiellement d'accord avec vous sur un point, c'est sur le fait que effectivement, la prise de parole, c'est non seulement libérer, mais à trouver des modalités de déplacement, de transport, de constitution de communautés qui sont un peu sous les radars, qu'on ne repère pas. Et ça renvoie bien quand même à ce que Michel de Certeau, justement, on a fait référence, avait appelé à propos de mai 68, parce qu'il avait écrit juste après son texte, il avait dit, au fond, à mai 68, il s'est passé la chose la plus importante depuis la prise de la Bastille, c'est la prise de la parole. Les personnes qui n'étaient pas autorisées à parler se sont mis à parler et ont contesté effectivement les partages, etc. Mais il faut noter en même temps que la prise de la parole des personnes qui ont fait 68 était liée aussi à une prise de canaux médiatiques, telle occupation de radio, telle occupation de théâtre, etc. Alors, sur ce plan-là, je crois qu'effectivement, il y a des ressources par les téléphones, par des ressources de transport, et des ressources aussi, tout simplement, de façon de faire. Je m'intéresse beaucoup aux formes au vécu de l'exil. C'est évident que l'exil aujourd'hui, par le téléphone portable, offre un ensemble d'informations, de ressources absolument fondamentaux. Et donc on a comme ça des des contre-empires, comme dirait Art et Legris, qui peuvent se déplier à l'occasion de ces pratiques, notamment virtuelles. Cependant, c'est là où je modérerai. Cependant, ce à quoi l'on assiste aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est quand même à la constitution d'empires médiatiques tels que la capacité même pour une structure auditive d'être une structure alternative se pose vraiment en tant que
possibilité. Que pouvons-nous... il suffit pour ça de voir un peu le parc, je ne sais pas, télévisuel, pour se rendre compte que les empires, Bolloré, Bouygues, etc., les éditions, sont véritablement des constructions qui donnent peu de place, en réalité, à des récits alternatifs, à une intelligibilité critique à l'intérieur de ces ressources médiatiques. Et il me semble qu'il y a là quand même la construction d'une langue dominante et donc d'une hégémonie, d'un ensemble de récits hégémoniques qui fait d'autant plus sens qu'elle est portée par le pouvoir de l'argent. Et donc ça me semble très difficile. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre de plus en plus la montée d'un pouvoir de droite extrême ou d'extrême droite et la constitution d'empires financiers et médiatiques qui rend possible quand même la montée de ces pouvoirs d'extrême droite. Alors par rapport à cela, l'organisation, comme vous le dites, se fait dans les marges, dans les filets de variations textuelles, etc., échangées de façon très démocratique, mais c'est en termes de pouvoir que le problème se pose. Je suis d'accord. Merci. Merci pour la conférence. Il y a beaucoup de choses qui sont au centre de notre discussion au réseau. C'est parfait. Merci beaucoup. Je voudrais juste, je ne sais pas si poser en question, mais je crois que vous avez parlé de faire émerger des alliances entre les pauvres et les militants. Est-ce que vous pouvez juste développer un peu plus cette idée-là? Je pense en particulier à mais c'est juste un exemple en fait, parce que forcément, ça fait 5-6 ans que je travaille avec ATD Quart Monde. Je pense au travail qui est fait par ATD Quart Monde et le fait qu'il y a une alliance objective qui s'élabore entre ce qu'ATD Quart Monde appelle les militants, qui sont en fait des personnes qui vivent la grande pauvreté, mais qui luttent contre la pauvreté au sein d'ATD Quart Monde. Pardon, c'est qui? Les militants. Non. Ah oui, ATD Quart Monde. C'est une A comme aide. Oui, c'est un acronyme. C'est un acronyme. En fait, A, c'est aide, T à toute, D, détresse. Aide à toute détresse du Quart Monde. Et c'est un mouvement qui a été créé dans les années 60 par le père Brzezinski, avec l'abbé Pierre au départ, et qui est dans des bidonvilles de Noisy, où l'acte inaugural a été d'expulser entre guillemets les travailleurs sociaux pour que les habitants de ce bidonville se prennent en main, créent des écoles, créent des bibliothèques, travaillent ensemble et surtout se forment, produisent des universités de tous les savoirs à l'intérieur pour donner crédit justement à la parole des plus pauvres. C'est un mouvement international qui se trouve représenté aussi en Afrique, en Amérique, dans toute l'Europe, et qui est à la base duquel il y a une alliance entre les militants, dans le langage de cette association de ATD Quart Monde, c'est-à-dire des personnes qui vivent la grande pauvreté mais qui luttent contre elle, des soutiens qui sont des personnes qui travaillent pour ATD Quart Monde et des bénévoles et cette alliance de ces trois, de ces trois catégories de personnes se fait pour lutter contre la pauvreté, contre les représentations dominantes et a produit un certain nombre de résultats assez importants et continue d'en produire. Donc je pense que l'alliance, elle doit permettre justement à la fois de tenir compte du point de vue situé de la pauvreté. Nul d'autre que la personne qui vit la pauvreté ne peut dire ce qui lui arrive, mais en même temps,
elle doit permettre justement, tout en tenant compte de ce point de vue situé, d'envisager, non pas de dépasser ce point de vue, mais de l'élargir pour que précisément il puisse y avoir une mobilisation plus grande à l'échelle justement d'une société. Autrement dit, l'idée de l'Alliance, c'est de mettre ensemble des personnes qui vivent à des registres différents l'expérience de la pauvreté, l'expérience de la précarité, qui peut être une précarité économique, qui peut être une précarité de genre, qui peut être une précarité entre guillemets de race, et dont les conditions font que en procédant à une alliance par affinité, la possibilité d'un contre-discours devient beaucoup plus efficace. Merci infiniment pour cette conférence. J'avais une question par rapport au langage, parce que dans votre conférence, vous avez bien mis en évidence les limites du langage, le pouvoir d'assignation du langage. Et donc, il y a plein de termes qui posent problème, comme les termes de pauvreté, pauvre, marge. Je voudrais ajouter aussi la question des minorités, parce que je travaille sur ces thèmes-là. Donc, je voulais savoir si vous avez dans votre travail une réflexion qui porte sur, je ne sais pas, si des néologismes ou des termes nouveaux qui pourraient être introduits pour ne pas passer tout le temps par des tournures comme, par exemple, ceux qu'on nomme comme les pauvres ou les dites minorités ou des choses comme ça. Parce que ce sont des pièges du langage dans lesquels on est tous, j'ai l'impression qui nous limitent un peu tous et toutes dans nos réflexions scientifiques. Merci. Oui, c'est vraiment une très bonne question. Je vais répondre de trois façons, à mon avis. Et effectivement, bon, je pense que notre rôle, entre guillemets, c'est d'une part de reprendre ces termes et d'en faire une analyse critique, c'est-à-dire de déconstruire la philosophie implicite sous-jacente à ces termes, soit pour abandonner ces termes, soit pour proposer une contre-analyse de ces mêmes termes. Et il ne faut jamais, après tout, nécessairement abandonner la bataille des mots. Les mots peuvent être resignifiés à partir d'une analyse alternative, à la condition que, justement, cette analyse porte d'abord sur une critique de la représentation dominante. Ça, c'est une première perspective qui me semble importante. La deuxième perspective qui me semble très importante, c'est de s'attacher effectivement aux mots par lesquels les personnes qui sont désignées peuvent être amenées elles-mêmes à se contre-désigner ou à se rapporter à elles-mêmes d'une autre manière. C'est ce que j'appelle le champ de la dédésignation. La désignation doit être mise en rapport avec un ensemble de dédésignations, et la question de savoir comment dédésigner est une question qui ne peut se poser que depuis, à mon sens, les termes par lesquels les pauvres se nomment, par lesquels les exilés se nomment, et c'est seulement à partir de ces deux registres, de l'élargissement critique, de la réappropriation critique de certains mots et des désignations, que l'on peut être amené à forger des néologismes. Pour ma part, j'en ai forgé deux dans deux registres différents. Pour la pauvreté, j'ai systématiquement mis entre guillemets en rapport cette notion avec une notion différente que j'ai appelée, c'est tout le titre de mon livre, La solidarité des éprouvés. Les éprouvés, ce sont celles et ceux qui font l'épreuve d'eux. Et en ce sens, faire une épreuve nous place sur une représentation qui déborde complètement le vécu de la pauvreté, qui ne s'y limite pas, qui ne fait pas d'épreuve. Et donc c'est très intéressant, à mon sens, d'introduire un mot plus étranger à la désignation pour contribuer à libérer des contre-désignations. Et dans le travail que j'avais fait sur la question de l'étranger et qui avait donné lieu aussi à un texte sur l'hospitalité que j'avais, la fin de l'hospitalité que j'avais écrit avec Faïne Brugère à propos
notamment en étant beaucoup dans des lieux d'inhospitalité apparents comme Calais, Grande-Sainte, l'Allemagne, la frontière italienne, la Macédoine, etc. Je m'étais rendu compte de la violence qu'il y a à utiliser les deux termes de migrants et de réfugiés pour parler, entre guillemets, des exilés, puisque le terme de migrant renvoie, on le sait bien, dans le français, à un participe présent qui suggère que la seule identité de la personne est d'être en permanence dans un état, entre guillemets, très actif de migration. Et ce, d'ailleurs, à un moment où le migrant se voyait, comble de la violence, immobilisé à Calais ou à Grande-Sainte, c'est-à-dire en état de ne pas pouvoir migrer, comme si, au fond, la seule acceptation que l'on avait de cette personne, c'est qu'elle continue d'exister en migrant. Migrant tu es, migrant tu demeureras. Ce qui renvoie quand même à une forme de violence extrême. Et le terme de réfugié est tout autant violent, puisqu'on l'utilise pour des personnes qui n'ont pas le statut de réfugié. C'est un terme juridique qui construit une identité de droit, et c'est précisément ce que demande l'exilé que d'être un réfugié, et c'est précisément ce dont il est séparé. Et c'est pourquoi, au fond, dans le texte La fin de l'hospitalité, j'avais opté pour ce qui m'apparaissait comme c'est une ressource langagière, mais comme le moins inexact, c'est-à-dire j'appelais ces personnes des demandeurs de refuge, parce que tout de suite, ça nous met sur la nécessité de répondre positivement ou négativement à cette demande. Et donc, ça place la question de l'hospitalité comme une réponse à une demande de refuge qui est faite par quelqu'un dont d'ailleurs le déplacement lui-même suffit à valoir comme une demande au style indirect de refuge. Merci pour votre présentation de ce matin et merci aussi pour tous les livres que vous avez écrits sur cette question-là. J'ai 3 questions, je pense qu'elles se rejoignent en fait à un moment, alors je ne sais pas dans quel ordre les poser. Je me suis quand même demandé plusieurs fois en lisant vos textes, et je sais que c'est pas le propos, mais je vais poser la question sous la forme d'un risque possible qui tiendrait à cette réhabilitation pour laquelle vous militez, on peut dire, à la fois du discours, du pauvre, enfin je vais employer ce terme-là, je dirai pourquoi tout à l'heure. En quoi finalement, alors cette idée de partager une épreuve, je l'entends bien, mais en quoi il n'y aurait pas un risque, me semble-t-il, à finalement, dans cette réhabilitation, neutraliser une forme de revendication, c'est-à-dire rendre acceptable ou plus acceptable quelque chose qui ne l'est pas. C'est quand même un risque, parce qu'à partir du moment, en particulier avec toute cette terminologie qui est maintenant utilisée, de la précarité, de la vulnérabilité particulièrement. Alors c'est vrai que ça permet aussi d'approcher cette question de pauvreté d'une autre manière, mais quand même. Deuxième chose, je me demande si finalement ce terme de pauvre qui comporte bien, qui est tendu par des tas de représentations vraiment discutables, il n'est pas en un sens, comme vous disiez, la réappropriation de ce terme comme un stigmate qu'on retourne, me semble pas finalement en un sens peut-être maintenant plus efficace que cette espèce de neutralisation à laquelle a donné lieu ce déplacement terminologique qui a été très important, je pense. Et je pense à cette fameuse expression finalement qui est peut-être en dessous de beaucoup des représentations, c'est salaud de pauvre. Et en fait, je me dis pauvre, c'est-à-dire je me présente comme le salaud qu'on désigne dans la société comme n'étant pas capable de travailler, n'ayant pas le courage d'eux, etc. Et du coup, j'ai oublié la troisième. Oui, une des troisièmes questions, c'est justement c'est la question, peut-être dans une dichotomie un peu simpliste, mais quand même entre ce qui relèverait quelque chose qui serait une réforme et quelque chose d'autre qui serait, je ne sais pas, une révolution, parce que ça fait un moment que ces discours circulent, qu'il y a ces alliances
Ça ne change rien. Hein. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Enfin, ça change rien. Oui. Bien, en parlant de cette visibilité de ce discours, parce que c'est vrai qu'elle est plus importante qu'elle n'a été, je me demande aussi si finalement, parce que par exemple, le combat des Gilets jaunes, il n'a pas donné de place à cette question de la pauvreté, de la grande pauvreté. Hein. Donc c'est très cloisonné finalement, et ces cloisonnements, on n'en sort pas beaucoup. Et moi je suis très sensible à ce que vous avez dit, parce que c'est une vraie question ça. On est ici, on parle pour, au nom d'eux. Je me demande si finalement, c'est quoi ce discours qui aurait peut-être une plus grande efficience que celui analytique qu'on développe. Je ne sais pas, c'est le cri, je ne sais pas, c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une expression très immédiate, très directe de l'indignation que cette condition du pauvre suscite parfois. Je ne sais pas, hein. C'est vraiment des questions parce que... Non, mais je vous remercie pour ces questions, parce qu'en plus, elles ont le mérite, outre que ce sont de vraies questions et très importantes, à mes yeux en tout cas, de rendre compte d'un certain nombre d'embarras dans l'usage de certaines notions, comme celui de vulnérabilité par exemple, qui ont expliqué aussi pourquoi j'ai eu, après à travailler sur la précarité, sur la vulnérabilité, etc., j'ai voulu vraiment aussi me confronter à la question de la pauvreté en tant que... Voilà, là, il y a quand même quelque chose de lourd qui n'est pas, qui ne prête pas simplement à une désignation, mais vraiment à une expérience sociale qui est l'expérience de la dépossession, de la domination. Alors, je dirais, je vais répondre en vrac, mais sur la question sur le risque que vous voyez à propos de la notion de pauvreté, de réhabiliter un vécu de la pauvreté en sous-entendant que effectivement je fais dans le livre, que la vie pauvre n'est pas une pauvre vie. Ce risque me semble, en tout cas dans ma propre démarche, il est clair qu'il est, je pense, levé par le fait que mon sous-titre c'est pour une histoire politique de la pauvreté et que toute la dernière partie du livre, même si peut-être que c'est les deux premières qui ont été les plus lues, bon, c'est comme ça, la dernière partie du livre vraiment analyse de très près la demande de révolution portée par les dépossédés, analyse la demande de justice salariale très précise portée par les plus pauvres. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, justement, c'est d'exfiltrer, si je peux parler ainsi, la réflexion portée par les plus pauvres de la façon dont l'institution du soin social avait assigné le pauvre à une place à l'intérieur du traitement classique de la solidarité et de l'assistance. Et là où il m'a semblé, jusque dans beaucoup d'ouvrages d'épistémologie des sciences sociales, qu'on percevait le pauvre depuis l'institution qui s'occupait de lui, c'est très net dans la définition de la pauvreté qui est au fond celle qui est en vigueur depuis le texte de 1908 de Simmel, les pauvres, et qui a été repris après par Pogam, que la révolution théorique a consisté à dire qu'il fallait distinguer, ça c'est vraiment l'acquis de Simmel, qu'il fallait distinguer entre le pauvre travailleur, le pauvre boulanger, et celui, dit Simmel, qui n'est rien que pauvre. Pourquoi ? Parce que le rien que pauvre n'a comme seule possibilité pour continuer à exister que de s'adresser à une institution qui va prendre, entre guillemets, qui va le soutenir, qui va prendre soin de lui, sous la forme de sa demande propre. Et il ne faut pas oublier que demander, c'est en latin précaré, prier, c'est-à-dire au fond précaire. Donc, on a progressivement construit un portrait du pauvre filtré par l'institution qui s'occupe de lui. Et ça a des effets considérables sur la façon d'annuler par avance les revendications des plus pauvres. Moi, j'ai voulu, au contraire, dans ce livre, justement, critiquer cette lecture assistentielle de la représentation du pauvre pour laisser émerger des paroles politiques que nous n'entendons pas
et qui sont portés justement par les plus pauvres. Et c'est pourquoi la fin du livre pose des questions très concrètes et très précises sur quel écart de salaire peut-on admettre dans une société, enfin autant de questions que l'on ne se pose plus aujourd'hui, parce que justement il n'y a plus de lecture politique de la pauvreté. Il y a de plus en plus une lecture assistentielle de la pauvreté et de moins en moins de lecture politique. Et donc c'est pour en quelque sorte redonner sens à cette lecture politique que j'ai essayé d'écrire ce texte, tout en et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que certains termes sont apparus, précarité, vulnérabilité, qui ont leur raison d'être. Évidemment, le terme de précaire, par exemple, suggère, c'était l'effort que d'essayer justement de redonner sens à ce mot qui est utilisé de façon complètement confuse en lieu et place de l'exclusion, alors que ça n'a rien à voir. Le terme de précaire désigne quand même la qualité, un sujet qui, au fond, a un ensemble de propriétés sociales à sa disposition, mais qui en a perdu une majeure. Par exemple, le travail. Par exemple, quand on parle des travailleurs pauvres, voilà des personnes qui ont un travail, qui ont une couverture médicale, qui ont tout un ensemble de propriétés sans lesquelles nous ne pouvons pas exister, mais qui n'ont pas la propriété sociale une des propriétés sociales fondamentales, qui est de pouvoir se loger depuis son travail, et qui donc sont contraintes d'habiter tantôt chez les amis, tantôt au camping, tantôt dans la voiture. Et c'est très exactement ça l'expérience sociale de la précarité. C'est un état social intermédiaire entre un régime idéal typique de pure inclusion, dans lequel on aurait toutes les propriétés sociales à sa disposition, et un régime idéal typique de pure exclusion, entre guillemets, dans lequel on n'aurait plus une seule propriété sociale à sa disposition. Ça nous oblige à réfléchir, dans le prolongement de ce que le sociologue Robert Castel a fait, au fait qu'un individu par lui-même n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il est soutenu par des propriétés sociales qui lui donnent une consistance. Et il suffit d'en fragiliser une pour entrer dans l'épreuve de la précarité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a redoublé ce terme de précarité par celui de vulnérabilité. Et là, je vous rejoins complètement parce que je crois qu'il faut faire une analyse critique de ce concept de vulnérabilité, parce qu'évidemment que par un biais, toute vie est vulnérable, au sens étymologique du terme vulnus, la blessure, toute vie est exposée à la blessure. Même Achille, avec son talon, il est vulnérable. Mais en même temps, c'est certain que les jeux de langage des institutions sociales contemporaines, les jeux de langage de nos politiques sociales, sanitaires, environnementales contemporaines, ne cessent de se référer à la vulnérabilité parce que, en réalité, elles sous-entendent que la personne dite vulnérable, certes, est blessable, mais qu'elle doit en plus être en capacité de répondre à ce qui la blesse. C'est-à-dire que ce qui définit la vulnérabilité, c'est pas simplement une fragilité, au sens déficitaire du terme, la possibilité d'être blessé, c'est encore une capacité. C'est la capacité de répondre à la blessure. La vulnérabilité est un concept capacitaire, alors que la fragilité est un concept déficitaire. Et ça, c'est une distinction très importante. Si je dis d'un verre de cristal, je ne vais pas dire d'un verre de cristal qu'il est vulnérable. Si je laisse tomber, il va se briser. Il a une fragilité, sa structure interne est telle qu'il est fragile. En revanche, si je dis d'une personne qu'elle est vulnérable, j'attends d'elle qu'elle résiste à ce qui la blesse potentiellement. Si je dis d'un patient qu'il est vulnérable, j'attends de lui qu'il se considère lui-même comme le premier médecin de sa maladie. Si je dis à un chômeur qu'il est vulnérable, j'attends de lui qu'il travaille à trouver un travail. Bref, les politiques sociales, les politiques sanitaires, environnementales, les jeux de langage font de plus en plus appel aux jeux de langage de la vulnérabilité pour conférer à la personne vulnérabilisée la nécessité de s'activer pour lutter contre ce qui la blesse.
D'où la frontière sociale, à mon avis, terrible d'aujourd'hui, entre celui qu'on considère comme encore en mesure de lutter contre ce qui le fragilise, et celui qui ne l'est plus ou qui ne le veut plus. Si on pense au film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, c'est précisément l'histoire de quelqu'un qui finit par ne plus vouloir être invulnérable, qui finit par ne plus vouloir s'activer pour lutter contre. Et donc là, il y a, à mon sens, une sorte de nouvelle question sociale qui est en train d'émerger dans le partage même entre celles et ceux qu'on considère comme vulnérables, comme devant s'activer, et les autres. Merci beaucoup pour votre sublime présentation. Ma question tournerait autour de la question des transclasses. Justement, ces personnes qui étaient pauvres, qui ne sont plus, qui sont devenues riches. Votre conférence m'a fait penser à ça, notamment avec, on l'avait vu dans les années 2015-10, quand Édouard Louis a sorti ses premiers livres, où il y avait une détestation du milieu social duquel il venait, et il y avait tout un brouhaha autour de ça, voilà, c'est un pauvre qui a réussi. Et donc, autour de ce terme-là, voilà, qu'est-ce que ça suscite comme questionnement? Est-ce que, comme on a des gens qui étaient de l'autre côté pour reprendre votre métaphore, qui étaient de l'autre côté de la vitre et qui maintenant sont dans l'aquarium, quel est leur, est-ce qu'ils arrivent à défendre la cause des pauvres? Est-ce qu'ils défendent la cause des riches? Comment ça suscite des questionnements autour de ça? Merci. Oui, c'est une très très belle remarque. Je pense que le terme de transclasse, il est très intéressant si on le pense dans toutes les directions. Parce que c'est vrai que souvent, en règle générale, on pense le transclasse comme la trajectoire de quelqu'un pauvre qui finit par se hisser dans une classe plus riche. Mais il y a les transclasses dans tous les sens. Il y a les transclasses des personnes qui quittent Paris pour aller vivre une vie beaucoup plus sobre dans le Lot ou ailleurs. Il y a une histoire du militantisme du transclasse qui refuse la richesse pour aller s'installer ailleurs, ou dans le Larzac, etc. Donc, il faut avoir une lecture, je dirais, non pré-hiérarchisée des transclasses, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier avec Deleuze de nomadologique dans le transclasse, c'est-à-dire de vraiment profondément déterritorialisant, là où on assigne un sujet à une classe, à une identité, à un ensemble de représentations, et où, d'une certaine manière, il faut en faire l'analyse, il faut pas dire que ça n'existe pas, au contraire, il faut comprendre comment se construisent les jugements de classe, les violences sociales, et je crois que c'est ce que fait Édouard Louis dans ses romans, c'est-à-dire il y a quand même une description très, très clinique des assignations à ce qu'est censé être une classe. Mais je trouve très intéressant le geste qui consiste à déterritorialiser la classe. Et pour moi, c'est ça, transclasse, c'est transfuge. Ce que je vois dans transclasse, c'est transfuge qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est ce que Deleuze et Guattari appelaient, au fond, il faut arriver à construire un traité de nomadologie jusque dans le social. Jusque là où on a essentialisé le social à partir de classes qui fonctionnent de façon très violente, etc. Il faut comprendre, il faut arriver à analyser le point où l'indétermination est à nouveau possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les déterminismes, mais il faut arriver à saisir le point de bascule où l'indétermination est à nouveau possible. Et c'est, je crois, aussi le rôle de la critique sociale, de produire un trouble dans les normes. Merci beaucoup, et puis aussi je suis très heureuse aussi du débat qui est produit ici. C'est intéressant parce que par exemple le mot de honte n'a pas été... de honte, d'humiliation, de la question aussi de ce qu'on appelle la glottophobie, c'est-à-dire le racisme. Il n'y a pas seulement les termes que l'on emploie, c'est la façon dont on prononce la langue. Et tout de suite, il y a deux choses qui comptent, c'est notre apparence physique, comment nous nous présentons à l'autre, et dès que nous ouvrons la bouche. Et déjà là, il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans l'ordre de l'incorporation
même de son propre rabaissement, est-ce que j'ai le droit? Enfin, il y a toutes ces choses-là, il y aurait... mais voilà, juste peut-être sur ce côté-là. Merci. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment, il faudrait arriver à proposer une analyse aussi du corps parlant. Et pas simplement de la parole, mais toujours la parole dans le corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps parlant? Et qu'est-ce que c'est que, justement, s'avancer comme un corps parlant devant d'autres personnes? Sur la honte, c'est pour moi un travail très important que je mène depuis le début, enfin depuis Vie ordinaire, vie précaire. C'est parce que j'ai tendance à interpréter la honte comme, au fond, l'incorporation des jugements de négation de la valeur de la personne par cette même personne, de telle sorte que pour moi, la honte, elle se redouble toujours, et c'est à ça qu'on la reconnaît, en honte d'avoir honte. Et c'est cette honte au carré qui constitue vraiment le vécu terrible de la honte. C'est-à-dire que la honte est enfermante parce qu'elle ne peut pas justement passer dans le corps parlant. Elle est en quelque sorte la partie maudite qui reste à l'intérieur de soi et qui ne pourra jamais, sauf rare occasion, être communiquée parce qu'elle est honte de la honte. Et c'est en ce sens-là qu'elle est absolument terrible. C'est pourquoi d'ailleurs, mais ça c'est une analyse à part dans la lecture de la critique sociale, où Axel Honneth fait de la honte un affect de discernement dans la lutte pour la reconnaissance des conditions par lesquelles un groupe se sent méprisé et trouve justement, et lui son idée c'est qu'au fond lorsque j'ai honte, j'ai un premier discernement émotionnel de la situation qui m'affecte, et lorsque je trouve d'autres sujets qui éprouvent la même honte, je construis une coalition de sujets à partir desquels, ça renvoie à la question de la minorité de tout à l'heure, une lutte pour la reconnaissance de ce groupe dit minorisé peut avoir lieu. Le cheminement du discernement, je le suis très bien, mais je freine un tout petit peu sur le fait que la honte, elle ne se contente pas, à mon avis, c'est très difficile d'avoir si je peux parler ainsi, d'avoir une honte propulsive. Parce que la honte, elle est toujours renfermée dans le corps, et elle ne passe pas précisément dans la langue. Elle ne passe pas dans le corps parlant. Oui, c'est tout à fait ça. Je dirais aussi que c'est une incorporation de la honte, mais c'est aussi, en quelque sorte, c'est forcément un silence. On ne dit pas j'ai honte. C'est rare d'avoir cette force-là. Enfin, je parlais tout à l'heure de ma compagnie de théâtre. C'est justement tout le travail que nous faisons, même ici avec nos étudiants, de pouvoir dire cette honte qui conduit aussi à la peur de dire j'ai le droit aussi. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs, en fait, c'est une sorte de rajout de recul, alors que normalement l'acte de parole c'est un acte qui est à l'adresse, alors que là on est dans une sorte de dissimulation déjà de l'humiliation en fait. Et souvent il y a la question des transclasses, mais il y a aussi la question de l'héritage social. Bernard Lahire, il parle souvent du fait qu'on peut avoir aussi à l'intérieur de soi-même une lutte de soi contre soi. Ce qu'on retrouve par exemple chez Annie Ernaux, ou même Didier Rébon qui explique tout ça. Mais il y a quelque chose de très, très qui est diffus. C'est cette chose. Oui. Non, mais tout à fait, c'est la littérature de la honte là-dessus, elle est vraiment intéressante parce qu'elle essaie de relever ce défi d'arriver à constituer un corps parlant là où il y a quelque chose qui se soustrait à la parole. Et comme la honte est rarement honte seulement de soi, mais souvent, et moi ça m'a frappé avec le compagnonnage avec ATD Carmonde, ce qui m'a frappé, c'est que c'est très souvent une honte des conditions faites à toutes les personnes, une honte pour le peuple même des militants de la télé Carmonde. Et je vois là dans cette lecture de la honte quelque chose de très important, c'est-à-dire que la honte elle est à la fois
rentrée et en même temps elle est projetée sur des personnes avec qui on a honte ou pour lesquelles on a peur qu'elles aient honte elles-mêmes. Et ça, c'est un point très, très intéressant qui circule dans justement dans les narrations partagées des éprouvés, cette relation à la honte, précisément. J'aurais peut-être une question. Merci pour cette conférence passionnante. J'aimerais revenir à la question de témoignage. Je crois avoir compris que vous n'avez pas compté le témoignage parmi ces dispositifs audibilité ou de audibilisation alternative. Je me demande si vous ne croyez pas que le témoignage ait cette capacité de rendre le sujet qui parle un sujet, de le resignifier en tant que sujet social. Ça dépend de ce qu'on entend par témoignage. C'est sûr que si on... Il y a toute une dimension rhétorique. Oui. Aussi, non, mais si on donne au témoignage, si on confère à celui qui parle la qualité de témoin, et c'est-à-dire que si on articule le témoignage à un témoin, alors on peut dire que effectivement c'est un terme qui me convient au sens où être témoin de quelque chose, c'est être considéré comme un sujet crédible dans la capacité de témoigner. Et c'est justement la philosophe britannique Miranda Fricker qui a parlé des injustices liées au savoir, des injustices épistémiques, et qui a souligné qu'il y a deux types d'injustices. Les injustices, ce qu'elle appelle herméneutiques, d'interprétation, par le fait qu'on ne trouve pas le mot. Comment nommer l'injustice du harcèlement si on n'a pas le mot harcèlement? Et elle distingue ces injustices herméneutiques des injustices testimoniales, de témoignage, qui reviennent au fait que la personne se voit refuser la qualité de témoin, en raison, par exemple, de sa couleur. On parle des Noirs qui, aux États-Unis, sont systématiquement, justement, ne sont pas considérés comme des témoins de ce qui peut arriver parce que, en raison de la couleur. Donc, si on confère au témoignage le fait d'être la qualité d'un témoin, et dans la mesure où le témoin est un personnage socialement avéré, là, ça me va très bien. Mais je remarque quand même que l'idée du témoignage, très souvent, présuppose qu'il y a un scénario qui a été écrit à l'avance, qu'il s'agit de confirmer par le simple témoignage. Si je suis le témoin d'un accident, on pourrait s'accorder sur le fait qu'il y a eu un accident et qu'ensuite il faut en témoigner. Et précisément le témoignage vient confirmer l'événement de l'accident. Mais ce n'est qu'une confirmation. Ce que je trouve de dangereux dans l'idée d'absorber la parole critique du pauvre dans le témoignage, c'est au fond de n'être qu'une parole de confirmation et de ne pas être une parole d'analyse critique des conditions de la pauvreté. C'est précisément, c'est précisément cette analyse critique qui est très souvent liée à ce qui peut apparaître comme un vécu de témoignage, mais qui l'excède justement parce que, en fait, les termes d'indécence, d'injustice sont très souvent formulés par celles et ceux qui subissent la pauvreté. Donc ça excède le simple témoignage. Voilà. Peut-être on va faire maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Je vous remercie. Et je vous remercie.